Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne peux que très rapidement vous remercier, à vous et à mon collègue Ludovic Payet pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Je suis d'autant plus ravi que j'ai en binôme mon premier maître de droit international privé quand j'étais jeune étudiant à l'Université de Porto Alegre, le professeur Cláudia Lima Marques, qui contribue à cet exposé sur la question de savoir s'il existe-t-il un système de droit international privé d'un point de vue brésilien. Alors, le droit international privé européen, évidemment, suscite de l'intérêt au-delà des frontières. La Tunisie en est un bon exemple de cette influence, de ce rayonnement au-delà des frontières européennes, et c'est particulièrement le cas au Brésil. Pourquoi ? Parce que c'est un pays de tradition comparatiste, de réception des modèles étrangers. Alors, cet intérêt se justifie largement, mais pas exclusivement, par l'institution en 1991 du marché commun du Sud, le Mercosur, entre l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Parmi les buts que l'article 1er du traité d'Assomption assigne au Mercosur figure l'harmonisation de la législation des États membres dans les domaines pertinents, dont le droit international privé. Cependant, si les juristes brésiliens s'intéressent aux sources, aux principes et aux méthodes du droit international privé de l'Union, il ne nous paraît pas qu'ils abordent ces questions à l'aune de l'interrogation qui nous réunit depuis 3 jours à Lyon. Par ailleurs, les collègues que nous avons interrogés approchent la question de façon pragmatique. Un ensemble normatif, disent-ils, un ensemble normatif constitue un système dès lors qu'il fonctionne. Et puisqu'il fonctionne, le droit international privé de l'Union constitue un système. Nous pourrions alors conclure notre contribution sur ce constat un peu informel. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur le Président. Cependant, bien que les juristes brésiliens ne se préoccupent pas de la question centrale posée dans ce colloque, ils ne se réfèrent pas moins au droit international privé de l'Union européenne comme un système. De quel type de système s'agit-il alors ? Il s'agit bien évidemment d'un système normatif de référence. Fondamentalement, mais pas exclusivement, le droit international privé de l'Union apparaît comme l'un des points de repère à la compréhension du phénomène de l'intégration régionale économique par le droit. Et en tant que système normatif de référence, car unique en son genre, le DIP de l'Union offre des solutions à des problèmes que peut connaître tout droit régional en construction. Ces solutions et les méthodes qui les sous-tendent servent alors de modèle d'analyse, voire d'inspiration. Dans cette perspective, le droit de l'Union devient un objet idéal d'étude. C'est une constante, nous l'avons vu avec la Tunisie, nous le verrons pour la Chine, et son étude révèle plutôt non seulement les vertus de ce droit, mais aussi ses insuffisances. De lors, le DIP de l'Union, pour faire simple, se montre aux juristes brésiliens comme un système normatif de référence à la fois idéal et perfectible. Idéal, dans un premier temps, sur le plan académique, perfectible, dans un second temps, sur le plan normatif. Alors, le premier temps de cet exposé sera assuré donc par Madame le professeur Cláudia Lima Marques, qui est à Porto Alegre. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être ici, y participer dans cette belle manifestation. Et bon, première partie, le droit international privé de l'Union comme un système de référence idéal sur les plans académiques. Et vraiment, le droit international privé européen est un objet d'études dans une double perspective au Brésil, au Mercosur, théorique et pratique. D'une part, théoriquement, le droit international privé peut y enrichir la formation des internationalistes dans cette région et d'autre part, pratiquement, le droit international privé européen est une source d'inspiration pour la modernisation du droit positif, soit au Brésil, soit au Mercosur. Bon, Granat, les droits internationaux privés européens comme perspective théorique
Et c'est vrai que la formation des internationalistes brésiliens est soit influencée par le droit international privé européen, soit comme objet de formation universitaire et ensuite comme objet d'études au sein de nos groupes de recherche. Bon, dans un premier temps, comme objet de formation universitaire. Au premier cycle, au deuxième cycle, il n'y a pas d'inclusion de droit international privé européen, c'est clair, mais dans les principales facultés de droit brésilien, il y a plusieurs études et aussi cours des relations internationales et cours de droit international privé qui incluent cette matière et principalement les grands principes. Et au troisième cycle, oui, il y a un axe de formation, master et doctorat. On peut donner l'exemple de l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, ici à Porto Alegre, qui a une maîtrise et un doctorat sur les droits de l'intégration de parties européennes et Mercosur depuis 1999 et une maîtrise en droit européen et allemand depuis 2017. Ici, professeur Gustavo Cerqueira a donné un séminaire de 20 heures sur ce sujet. Et bon, dans un second temps, comme objet d'étude au sein des groupes de recherche, ça c'est un sujet NIRIS ici au Brésil. Ce sont des groupes d'étudiants invités à participer, animés par un professeur. Et on a 44 groupes de recherche en droit international privé qui utilisent les droits internationaux privés européens comme objet d'étude. Et on a même un groupe de recherche à un institut de droit public à Brasilia. Et le sujet exclusif, c'est les droits internationaux privés européens. Bon, les principaux résultats, ce sont des publications d'articles, de mémoires dans les revues, notamment universitaires, sur ce sujet. Bon, un grand but, les droits internationaux privés comme perspective pratique pour la modernisation du droit. Et oui, la modernisation du droit réclame des études comparatistes et au Mercosur, à l'Organisation des États américains et aussi au Brésil, l'influence de cet objet d'étude peut être sentie. La modernisation et le droit international privé de l'Union est utilisé comme d'abord étudié et ensuite comme une source d'inspiration, inspirée alors. Bon, une modernisation étudiée. Et on a de nombreuses thèses qui ont comme objet de recherche doctorale comparatiste en vue de développer ou perfectionner les droits internationaux privés brésiliens, les droits internationaux privés du Mercosur et aussi au niveau de l'Organisation des États américains, les droits internationaux privés européens. Bon, principaux pays sont la France, Portugal, Espagne, Italie et Allemagne. En France, quelques exemples. Les centres principaux, c'est Strasbourg et Paris. À Strasbourg, on a 4 thèses qui peuvent être utilisées comme exemple. Et par exemple, sur le Mercosur, de proportion d'un système dualiste de détermination de la loi applicable aux contrats internationaux dans l'espace juridique du Mercosur et de Madame Fernanda Musch, et aussi sur la responsabilité précontractuelle dans le commerce international, les contrats internationaux de distribution et aussi les rattachements juridiques des sociétés commerciales. À Paris, les contrats internationaux de la consommation. Des consommations. Ce sont notamment des thèses en droit international privé des obligations et des affaires, alors, mais d'autres branches de droit sont désormais visées et d'autres centres aussi de référence comme l'Université de Chambéry, maintenant c'est l'Université Savoie-Mont-Blanc, sur la possibilité d'un code de la consommation
entre l'Union européenne et Mercosur, à Lyon, droit international privé du sport et aussi les statuts des personnes vivant en couple. Bon, et en résumé, nombreuses thèses réalisées également au Brésil portent sur la recherche de droit international privé européen. On a 36 thèses à l'Université de São Paulo, mais dans des domaines sectoriels, contrats internationaux, droit d'auteur, propriété internationale, droit des sociétés, droit d'investissement. 18 thèses à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, à Porto Alegre, domaine spécifique aussi, contrats internationaux, droit international de la protection du consommateur, de la concurrence et des sociétés. Et 16 thèses à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et ici, plus général, méthode de droit international privé et procédure internationale. Et 10 thèses sur l'Université fédérale de Minas Gerais. Bon, pour finir, une modernisation inspirée. Ces travaux relèvent l'attractivité à nos avis du droit international privé de l'Union pour les juristes brésiliens et du Mercosur. Et cette attractivité ne doit pas être entendue comme une adhésion au modèle européen de droit international privé. Et nombreuses de ces travaux portent un regard critique, mais certaines thèses vont même essayer de réfuter les modèles européens, mais de l'étudier d'une manière solide. La critique, c'est la pluralité des rattachements et la complexité. Leur impact sur les droits positifs n'est pas négligeable. Un exemple, un droit de la consommation internationale. Et pour illustrer les études de droit international privé, la Convention de Rome de 1980 a servi de modèle pour la Convention interaméricaine de 1994 sur la loi applicable aux contrats internationaux, et aussi pour la proposition brésilienne et la proposition canadienne de 2004 d'une convention interaméricaine sur la loi applicable aux contrats internationaux conclus par les consommateurs dans le cadre de l'Organisation des États américains. Et cette même convention et le règlement Rome I ont servi de modèle pour adopter en 2017, dans le cadre du Mercosur, un accord, un instrument sur la loi applicable aux contrats internationaux conclus par les consommateurs. Ici, l'inspiration, c'était les principes de la loi le plus protective, Gültigkeit principe, et pour préparer les projets de modernisation du Code brésilien de protection du consommateur, c'est le projet de loi 2514 de 2015. Alors, idéal, oui, comme système de référence, le droit international privé paraît plutôt idéal pour l'académie, mais est perfectible sur les plans normatifs pour les juristes brésiliens. Merci beaucoup, chère Claudia. Donc, je prends le relais pour peut-être porter un regard sur ce système qui pourrait ou qui serait perfectible sur le plan normatif. Alors, travaillons dans une double perspective, matérielle et structurelle ou formelle. Et travaillons aussi à partir de deux exemples seulement. Matériellement, l'exemple, d'une part, d'une européanisation peut-être nécessaire du conflit de loi relatif aux sociétés, et formellement ou structurellement, d'autre part, la question de la codification du droit international privé européen. Alors, pour l'internationaliste brésilien, en envisageant la perspective matérielle, il y a une incompréhension. L'incompréhension de l'absence, à ce stade de l'européanisation du droit international privé, des solutions européennes en matière de société. Alors que les sociétés sont les premières concernées par le dépassement des frontières normatives qui réclament l'intégration économique, alors que la question a suscité un important contentieux déjà dans le cadre de l'exercice du droit d'établissement, certes aujourd'hui stabilisé et puis mieux coordonné ou
encadrée par une directive adoptée en 2019, alors que la question de la loi applicable à la société dépasse le seul problème de droit d'établissement, de la mobilité internationale du siège et de la reconnaissance de la personnalité juridique de sociétés constituées à l'étranger, et alors que le débat doctrinal mené depuis la fin des années 60 nous livre aujourd'hui les clés de résolution des difficultés, et alors qu'un projet de règlement existe au sein du groupement européen de droit international privé, formant déjà une base de travail assez importante et de grande valeur, et alors que, in fine, il est possible de concilier les systèmes de rattachement en présence, dont la double perspective de liberté d'action internationale des sociétés et de la protection des intérêts légitimes, notamment des tiers. Cette absence d'instruments sur une loi applicable aux sociétés paraîtra d'autant moins compréhensible que la question fait l'objet d'une convention interaméricaine adoptée en dehors de tout processus d'intégration régionale. Il s'agit de la Convention interaméricaine sur le conflit de loi en matière de société de 1979, ayant consacré le critère du siège statutaire. Alors, voilà pour la perspective matérielle, système perfectible dans le domaine du droit des affaires, domaine clé de la construction du côté économique de l'intégration européenne. Mais il y a aussi peut-être une perspective formelle, je serai plus bref, la question de la codification du droit international privé. Or, pour l'internationaliste brésilien, un système de droit mérite d'autant mieux cette qualification qu'il fait l'objet d'une codification. Or, tel n'est pas le cas du droit international privé européen, alors que le débat doctrinal, amplement promu par Sylvain Peruzetto dans sa vie d'avant, par Paul Lagarde et le professeur Marc Fallon, a révélé le besoin d'une codification correctrice des déficiences actuelles du DIP européen, à savoir la pluralité d'instruments, les redondances, les lacunes, les incohérences, et alors que ce même débat a permis de décanter les orientations d'une codification du DIP européen et l'élaboration des propositions tenant à les structures quant aux solutions de fond d'un futur code, et alors que la base légale pour ce travail législatif existe et que le Parlement européen a déjà réclamé une telle codification depuis 2010 et que, in fine, la codification offre des perspectives d'amélioration du cadre institutionnel de l'Union pour le droit international privé européen et de construction d'une théorie générale de ce nouveau droit. Alors, en deux mots, je dirais que cette absence de codification du droit international privé de l'Union paraîtra d'autant plus étonnante pour le juriste brésilien que la matière fait l'objet de plusieurs codifications dans le continent américain dès la fin du XIXe siècle, des codifications transversales, rappelant à cet égard les emblématiques traités de Lima de 1878, le traité ou les traités de Montevideo de 1889 renouvelés en 39-40, et puis le grand traité de l'Havana, le magnifique Code de Bustamante de 1928. Pour le juriste brésilien, l'absence d'une codification globale du droit international privé de l'Union lui paraîtra également regrettable au regard de sa propre expérience nationale. Au Brésil, l'absence d'une codification de la matière est jugée contre-productive puisqu'elle entraîne un étrange phénomène d'ignorance de ce droit. N'est-ce pas ? Pour la plupart des juristes, le DIP devient un droit inconnu et plus objectivement, une meilleure systématisation des règles régissant la matière résulte potentiellement d'une œuvre codificatrice. Pourtant, et j'en finirai par là, la codification du droit international privé n'est pas qu'une affaire de la doctrine européenne. Au Brésil, la doctrine s'y intéresse également. Exemple, un ouvrage collectif publié en 2017, dirigé par mon collègue et ami professeur Augusto Jäger Jr., qui est professeur et collègue du professeur Claudio Lima Marx à Porto Alegre, dont l'intitulé est le suivant « Européanisation de la partie générale du droit international privé, étude d'une codification du droit international privé dans l'Union européenne par le biais d'un règlement Rome 0 ». Une vingtaine d'articles, thématiques très riches, pertinence et viabilité d'une codification de la partie générale du droit international privé, obstacles à une telle codification, analyse des questions relatives à la qualification, aux éléments de rattachement, dont la place à accorder à la nationalité et les limites à imposer à l'autonomie de la volonté, au renvoi aux lois de police, à l'ordre public, articulation des textes, voilà que l'analyse est assez complète. Par les choix de certains sujets dans cet ouvrage, il est possible de percevoir la projection de certaines préoccupations qui, en Europe, ne font pas l'objet d'une discussion particulière
dans le cadre de la conception d'un règlement Homo Zero. Ainsi, une étude postule la nécessité pour l'Union européenne de réglementer les relations homo-affectives. Il est certes possible de douter de la pertinence d'inclure une telle proposition dans un règlement général. Inévitablement, on y voit un signe d'exotisme, souvent associé au Brésil, mais n'est-ce pas là que réside l'intérêt de connaître les points de vue d'ailleurs? Nous vous en remercions. Merci beaucoup, Gustavo.